Je voulais juste lire ce petit texte, petite phrase d'Albert Einstein qui dit « Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile, les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique. Nous dansons tout ce son d'une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible. » Et c'est un peu, si j'introduis ça un tout petit peu en amont de mon travail, c'est que je pense que si on parle de notion écologique, il faut parler je ne dirais pas de notion globale, c'est impossible, puisque nous sommes tous des points uniques dans l'espace. Et j'entendais Bernard tout à l'heure dire, mettre sa main dans l'eau, je suis fixe et l'eau tourne. Je vais répondre un tout petit peu ceci, c'est que il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que notre corps aussi tourne en rotation dans l'espace. Et il y a une vision beaucoup plus grande, une dimension, on dirait cosmique, chacun pourra l'interpréter comme il l'entend, mais il y a quand même cette manière aussi d'appréhender les choses. C'est pas uniquement par rapport au corps, c'est par rapport aux éléments qui nous entourent. Parce que tu n'es pas là, je dis, chaque corps est un point unique dans l'espace. Et ça, c'est une chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Et c'est aussi toute la dualité de nos aventures humaines. Donc je vais commencer par une pièce. Malheureusement, mes photos, j'avoue que mes photos, certaines sont très mal sculptées parce que j'ai eu un déménagement qui m'a joué des tours. Les photos sont restées sous l'eau, dans un dépôt, et ça a été une longue bataille. Donc elle doit être restaurée. C'est une pièce que j'ai faite en 89 à un tour au CCC, qui s'appelle Mémoire mobile naturelle, avec des éléments organiques. Il y a du soufre, du salpêtre, différents ingrédients, de langue naturelle, du maïs, des matériaux sensibles comme des paraffines qui peuvent enregistrer, des matériaux isolés avec de la tourbe qui est d'origine fossile. Et c'était pour moi une façon d'implanter une base de travail future qui allait être, je dirais, un peu exponentielle à différents niveaux. Juste avant, j'avais pointé des pièces un peu quelques années comme des points géodésiques pour essayer de comprendre certains mécanismes que je n'arrive pas à appréhender avec tout ce que ça peut comporter. Donc c'était une marraine de travail qui me semblait importante à mon niveau et qui allait être feuilletée. Et je suis allé assez vite à cette période, une période où j'étais extrêmement rapide dans le travail, ce qui pouvait me jouer des tours, parce que les gens s'habituent à certaines formes, aiment bien la répétition méthodologique. Et j'ai pourtant beau lui dire que je ne gérais pas mes pièces comme une chose qui se poursuivait dans le temps, mais que c'était une forme feuilletée, et qu'à partir de là, les choses se poursuivaient dans le temps. Et ça, c'est un des choix que j'ai fait par rapport à beaucoup d'artistes, qui ont une démarche peut-être lente, mais c'est pas reproche. Mais moi, j'ai pris le parti d'aller très très vite, parce que j'avais mis tout un programme en place, avec évidemment des perceptions au fur et à mesure de mon évolution qui se sont modifiées. Et cette marelle, c'est comme une espèce de boîte de peinture de chimie. Je suis issu de la peinture à l'École des Beaux-Arts, mais avant j'ai fait par correspondance au CNT de Toulouse, et j'ai vécu à la campagne, donc j'ai été élevé dans le côté naturel. J'étais élevé au grain entre l'industrie et les fonderies et vraiment la campagne. Donc c'est une chose qui, pour moi, l'écologie n'est pas une chose que je nommerais en tant que telle, mais c'est une chose avec laquelle j'ai toujours vécu en rapport avec des gens de différents espaces, dans mes voyages, dans ma façon de vivre au quotidien. Donc c'est pas ces préoccupations-là qui, je dirais, qui m'inquiètent au demeurant, même si la Terre est effectivement érodée, et qu'on a des outils qui font des introspections plus profondes, et qui augmentent le champ visuel, donc qui inquiètent de plus en plus les gens. Et c'est ça aussi les inquiétudes, c'est pour ça que je vais faire cette introduction. Est-ce que le monde et sa technologie et sa construction, son regard, ses outils qui s'affinent, font que
les gens se replient ou ont peur ou pas. Donc ça change beaucoup plus, je dirais, la façon dont la société est construite actuellement. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'informations, certes, de savoir comment on les utilise, mais en même temps, cette façon de regarder, d'essayer de conceptualiser en tant que cartographie, qui ne sont que des informations mathématiques, numériques, colorisées, sont totalement différentes de ce que nous pouvons appréhender, même dans la photo, si on allume une laser, on est dans quel est ce statut. Donc ça, c'est ma première pièce. Désolé de faire une petite extension comme ça. Alors je reviens en arrière, mais c'était une introduction qui me semblait importante. À partir de là, j'ai travaillé des pièces qui étaient des mémoires requêtes, où j'ai voyagé dans le monde entier avec des petites valises, une espèce de paraffine qui enregistrait des sons avec des différents matériaux. J'ai vécu dans les Everglades au milieu des Séminoles pendant pas mal de temps, ce qui permet de constituer cette espèce de poids géologique dans les différents déplacements, ce qui fait que j'ai eu environ 300 petites mémoires requêtes qui sont parties dans le monde, certaines avec moi, d'autres avec d'autres personnes qui ont disparu, d'autres qui ont été ramenées. Une espèce de composition sonore et de choc et d'aléatoire qui m'intéressait. Et là, c'est une pièce, donc on arrive à un stade, c'est ce que j'appelle les mémoires mentales. Donc les mémoires mentales, ce sont des pièces de stockage, de réflexion du temps, à savoir que là, vous voyez au fond, ici, bon, les photos sont pas très bonnes, mais vous voyez en même temps ces plaques de paraffine qui enregistrent des sons naturels. J'ai un petit appareil qui peut décrypter des espèces de chuchotements, choses de l'aléatoire. Donc il n'y a pas de, je dirais, de logique. Il y a simplement une matière. Et à l'intérieur, il y a des œufs, Reuters, mais des œufs où il y a des projets. Il y a des projets qui sont en gestation et que je peux casser à tout moment pour réactiver, pour venir parasiter le propre travail. Puis en plus des choses que j'ai oubliées, ce qui fait que ça va complètement perturber le sens du travail premier. Et à côté, il y a ce que j'appelle des tables, qui sont des espèces de tables gigognes avec 21, 29, 7, qui sont des espèces de plaques d'enregistrement. Et les tables gigognes ont été taillées de telle façon qu'il y a un moment, les tables tombent. C'est-à-dire que les pieds commencent à reprendre une forme de côté naturel par le temps, et il y a un côté animal, courbure, et c'est des pièces qui sont totalement instables. Pourtant, on essaie de stabiliser par l'écrit une pensée, une réflexion, et là, ça nous échappe, le sucre nous échappe. Et en même temps, ça enregistre, parce qu'il y a des plaques qui enregistrent du son, une espèce de matrice. Voilà. Ça, on passe juste à l'intermédiaire, c'est ce que j'appelle l'infographie qui marche au cours. C'est un principe où j'ai voulu travailler, donc je travaille sur la philosophie, entre le romantisme allemand et le signe des Lumières, pour que je synthétise un tout petit peu, parce que là, ce serait très long, à savoir que les Allemands disaient que le support naturel était une chose qui était importante, à savoir chez nous, si c'était une chose qui était contradictoire à la science, on pouvait tout expliquer. Et j'en ai parlé avec Ostrunke à l'époque, et on avait fait toute une discussion là-dessus. Et suite à ça, j'avais sorti ces pièces-là, j'ai sorti en beaucoup plus grand, qui ont été au château du Rivaux, fixées sur des arbres, vraiment, quand il y a un côté politique. Quand ces arbres se mettent à bouger, on a l'impression vraiment que la forêt se met en marche. Et c'était une façon aussi de préciser le statut de la nature et de l'être par rapport à celle-ci, quel était le mode de confusion qu'on pouvait avoir, ou la façon dont on pouvait s'inscrire. Voilà, ça c'est, je l'ai fait à l'envers, mais ça c'est un projet de bateau que j'avais appelé IKT, qui était un chemin avec une grande partie de ces documents ont disparu dans différentes tribulations romaines, comme la bibliothèque Alexandrie qui a brûlé, et j'ai constitué une coque qui est une réserve naturelle, mémoire, où il y a dans ce bateau des choses que j'appelle des mémoires lourdes et des choses de mémoire légère. Et la coque était elle-même réceptacle, une notion d'équilibre que j'étais arrivé à trouver avec des architectes, une notion, je dirais, d'équilibre entre un bateau qui était vraiment fonctionnel, entre art et science, un côté aussi poétique, où j'ai eu quelques problèmes, pardon, je remets la même photo,
quelques problèmes qui sont liés au milieu, mais ça c'est les amateurs, je dirais, de ce milieu sans grande conséquence. Donc, ce bateau se fera un moment ou un autre. C'est un bateau que j'avais exposé à ce moment-là, c'était le Frac Marseille, où il y avait un espèce de comptoir, un réceptacle de tous les matériaux qui venaient de tout ce que j'avais glané dans mes voyages, et aussi tout ce qui était apport des épices qu'on pouvait retrouver aussi dans la peinture. J'ai fait mon mémoire sur l'évolution alimentaire de la peinture à travers la société, et en même temps, ce qui me permettait de voir des outils extrêmement simples, qui nous ont formés, qui ont formé, je dirais, ce que nous sommes aussi à différents niveaux, et ça m'intéressait de monter des expositions. Pour le moment, il est un peu en jachère, mais il y a des personnes qui se mettent à travailler dessus. Là, ce sont des périodes, je dirais, de mémoire, et de mémoire nomadique, parce que j'ai fait trois espaces, et j'ai initié ça très très jeune. Donc, à partir de là, on va passer sur une autre chose, suite au personnage, c'est une conversation critique. C'est tout un travail que j'ai effectué sur les gargouilles, qui sont animales, millimètres et animales ou animales, avec des textes qui avaient été faits avec Jean-Louis Poitvin. Donc, c'était chez Jean-Louis Mauban à l'époque, il y avait 8 personnages, de chaque côté, nus, avec des gars qui sont restés dans la nuit, et qui dégraient des textes assez forts, en répétition, en boucle, qui était une forme je dirais, de purge sociale qu'on retrouve dans les peurs et dans les mécanismes, de savoir de là où on sort et là où on va, avec tout ce que ça comporte. Et je vais vous montrer toute une série de pièces là-dessus. J'avais travaillé, je vous montre un tout petit peu, voilà. Et c'est un travail comme j'avais fait, je dirais un peu d'ethnologie, j'avais fait 12 à 1400 photos de gargouilles à travers la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ce qu'il en restait d'Allemagne du reste, et ça m'intéressait énormément de voir cette combinaison, donc j'ai remonté cette série de pièces, et il reste il y a un film là-dessus, ça c'est juste un tout petit peu. Donc ils étaient toujours en activité, et ce qui était très très étonnant, c'est que quand il y avait ces personnages, les gens n'osaient pas passer au début. Ça c'était assez amusant, on voyait les gens qui étaient complètement coincés, on voyait de temps en temps un espèce de trotteur qui arrivait très 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 vite, et des gens qui passaient en groupe, et ils étaient très très gênés et très coincés de cette attitude corporelle, et en plus il n'y avait que les corps, il n'y avait que, en fait, l'histoire d'une forme d'humanité dans cette histoire avec ces mélanges. Et ça m'a... c'était très étonnant, et en regardant les films, j'ai redécouvert un tout petit peu le comportement humain devant le corps et aussi devant ses propres stigmates. Ça, c'est une autre pièce, c'est une Taras que j'avais effectuée. Partons, le côté est bon, donc je ne résiste pas. C'est une Taras. Bon, une Taras, c'est aussi un objet purificateur entre le monde païen et religieux. Et il y a un moment où on met, au moment du printemps, il y a des cycles comme ça, d'animalité et du corps social qui se présentent. Donc le monde païen contre le monde religieux, je ne parle pas de Saint-Georges et du dragon. Mais ce qui est étonnant, c'est que à partir de là, c'est une espèce de lutte entre des formes d'idéologie ou de pensée, corps social ou corps religieux, qui est une forme aussi, on peut dire, certains diront spirituel, d'autres idéologique, ou un caractère hégémonique, mais ça fait partie de rituel de la société qui est quand même assez intéressant, dans le sens où ils arrivaient devant l'église où l'évêché qui était baptisé, comme quoi le monde païen était absorbé par le monde chrétien, ce qu'on retrouve évidemment dans les édifices religieux, ce syncrétisme. Et on y mettait le feu en même temps avec des objets qui avaient été propriété de gens qui étaient pestiférés ou des gens malades. Donc c'est une forme de purification, et c'est une espèce de bestiaire assez étonnant qu'on retrouve dans la cartographie, qu'on retrouve jusqu'à actuellement, quel est l'agent agressif ou autre, on retrouve avec des choses synthétiques, comme la bulle du sida avec les pics. On essaie de toujours former cette agression qu'on peut trouver dans le côté du communautarisme, qu'on peut trouver aussi dans la science-fiction, où soit c'est une science-fiction extrêmement généreuse, passionnante,
très attrayante ou alors agressive. Donc cette espèce d'accompagnement, je dirais un peu primaire, d'inquiétude, d'angoisse, existe toujours malgré nos technologies, nos moyens de réflexion, qu'elles soient politiques, philosophiques, elles sont toujours prégnantes. Et ça, ce sont des pièces que j'ai faites en 90, 92. Voilà. Pour arriver à d'autres mécanismes qui sont, je dirais, l'espace. Et j'ai mis un moment dans cette activité de pièces où j'étais très très prolifique. J'ai décidé d'arrêter de travailler, de prendre une notion de temps, pour des raisons qui me semblent évidentes. C'est que je voulais repartir sur les routes, m'occuper des choses un peu différemment. Et je ne trouvais plus très intéressant ce qui se passait dans, je dirais, une corporation, entre parenthèses, où je m'ennuyais sacrément. Donc j'ai commencé à rencontrer, enfin, je le faisais déjà avant, mais je me suis mis à galoper avec des scientifiques de plus en plus, des éthologues, des paléontologues, des archéologues, des philosophes. Et j'ai aussi travaillé avec le CERN, j'ai travaillé avec la NASA, et j'ai aussi travaillé avec des Séminoles, j'ai travaillé avec des forgerons en Afrique, où j'ai été initié au métal, du côté de Warigny et Tefolo, donc j'ai eu une façon de percevoir les choses que je retrouve ici, dans certaines campagnes. Et qu'est-ce que je dirais, le contemporain? Je n'en ai aucune idée. C'est l'idée du mouvement, mais c'est pas l'idée du temps. Nous ne changeons pas l'époque, nous changeons totalement de civilisation. Et ça, c'est depuis bien longtemps. Et il y a sans doute beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, nous allons passer à une autre phase de mon travail, qui s'appelle les lunes noires. C'est pas tout à fait cette photo-là, mais au départ, ce sont des ampoules enduites d'un produit qui est totalement noir, et, voilà, et qui s'ouvre au fur et à mesure. Décidément, je loupe les photos. Et il y en a environ 1000 qui sont comme ça, et elles sont complètement noires, on sent une chaleur, mais on ne voit rien. Et avec le temps, ces ampoules s'ouvrent, la peau qui est là éclate, et c'est un tout petit peu l'espace, des informations qu'on peut percevoir avec le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps, puisqu'on voit toujours certaines lumières qui n'existent plus, ou est-ce qu'elles existent réellement? Je ne sais pas, mais voilà. Et donc cette espèce de peau qui s'ouvre et qui s'éclate subitement, on commence à voir un moment de vie. Alors ça peut s'effondrer, ça peut se tasser, s'éteindre. Et ça, l'espace est constitué, notre espace est constitué de cela. Et on est toujours très très préoccupé par le côté terrien, comme je disais en boutade tout à l'heure. À chaque drame social, un artiste se crée. Donc il faudrait peut-être voir un tout petit peu plus, un peu plus loin. On a créé, je dirais, des propulseurs pour toucher la cible à l'époque de la préhistoire. D'air en air, on a essayé de percer l'impossible. On a des lanceurs, c'est comme des propulseurs, simplement la technique a un peu changé. On envoie toujours des pierres qui sont des sondes dans l'espace. Quand on parle de banlieue, maintenant c'est plus la banlieue, mais c'est la banlieue, je dirais, pas la banlieue autour de Paris, c'est la banlieue autour de la Terre. Et on parle maintenant de banlieue, et pourtant c'est un leurre, parce qu'il faut des dizaines de milliers d'années pour arriver au très fond, je dirais, si l'humanité existe toujours, des exoplanètes qui sont une autre banlieue de notre espace. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on doit un peu ingérer pour comprendre aussi une forme de globalité, et en même temps, toutes ces peurs et toutes ces découvertes que nous avons nous-mêmes engendrées. Regardez, encore a disparu, on disait comment a disparu encore, on commence à comprendre qu'il y a encore beaucoup plus étendu, et que ce sont des problèmes écologiques eux-mêmes à leur époque, et pourtant il n'y a pas de technologie telle que nous l'avons, qui a détruit encore parce qu'il y avait une surpopulation par rapport aux capacités naturelles. Donc, effectivement, maintenant, on arrive à savoir, en faisant des carottages, qu'on a des gros problèmes. On s'aperçoit qu'à l'époque du charbon, du bois, il y avait des traces, et que maintenant, chez les géologues, depuis les années 60-70, on a l'atome comme segment recouvert, complet sur la planète. Et qu'est-ce qu'on fait? On vit toujours, on vit de plus en plus vieux en même temps. Ce sont des paradoxes, et on doit se poser des questions peut-être un peu différemment.
je ne dis pas que je vois de là qu'il n'y a pas de destruction, je suis même moi-même horrifié, mais on a peut-être une façon de voir un peu les choses avec, pardon, je me suis trompé, avec peut-être une autre façon et un autre regard qui me semble peut-être pas plus juste, mais du moins qui pourrait nous aider à percevoir des choses un peu différentes. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, bon, alors ça c'est la série des... Pardon. Ça, c'est la série de Hubble. C'est une série sur les baleines. Il y aura 6, il y en a 2 qui ont été effectuées. Cette pièce est constituée en fait d'un boîte de facture. Ce sont des plaques, ce qu'on appelle le fond d'orgue. Et je les ai faites parce qu'il y a une espèce de vibration dans ces plaques. Et c'est recouvert de la dernière photo que Hubble a pris du Big Bang. Donc, la NASA a bien voulu me donner. Et le principe de cette baleine, c'est que on peut se promener à l'intérieur comme si on arrivait dans le Big Bang. Évidemment, c'est une reconstitution tout à fait artistique, si je puis dire, mais avec des micro-boules qui peuvent bouger, qui flottent, qui sont comme des mécanismes cellulaires, unicellulaires, et de gaz. Et cette baleine a été construite comme l'autre, la seconde, en fonction de la construction des étoiles. J'ai pu avoir des hauteurs et tout, c'est une espèce de jeu mathématique. Et la différence, c'est que la baleine est du jeu là, c'est tout ce qu'on peut voir qui tourne autour. C'est le seul son, avec les scientifiques avec lesquels je travaille, qui peut percer la stratosphère et arriver en dehors de la stratosphère. Donc les premiers, entre parenthèses, contacts qu'on pourrait avoir avec la Terre, s'il y avait des extraterrestres, ça c'est des petits scientifiques, c'est pas moi, parce que la parole d'artiste, ce serait ces zones sonores et ces ondes sonores par les baleines, ce qui est assez étonnant. Donc on sait très bien qu'elles communiquent à 1000 à 2000 km de distance entre elles, et elles augmentent leur vocabulaire en fonction du groupe. Et en plus, dans les sons fossiles de l'espace, on retrouve les gammes sonores, les premières gammes sonores de la baleine. Donc je me suis mis à travailler pendant des années là-dessus, et j'en ai sorti une série de pièces comme ça, que vous voyez, que je montrais un peu sous différentes latitudes. Donc il y a eu deux variantes dans cette baleine. Il y a une variante extrêmement seule, où vous se promener, avec évidemment des représentations dans les yeux de la Voie lactée. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on regarde la Voie lactée comme si on était le créateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'intérieur de la Voie lactée, on est à l'extérieur. Donc il y a un renversement, ce qui est une curiosité pour moi, parce que normalement on devrait être à l'intérieur de la sphère, et non à l'extérieur. Il y a une espèce de puissance de vouloir développer. Regardez le ciel, et ça c'est assez étonnant, comme petit paradoxe, mais bon, c'est à pousser. Et là, c'est la deuxième variante, c'est au musée de Saint-Étienne. C'était une exposition sur l'espace, et là j'ai voulu réorganiser autrement, les yeux avaient disparu. Je voulais que ce soit dans un sol, je dirais, un peu gazeux, et c'est une pièce qui a été présentée il y a 3-4 ans. Et donc, ces pièces ont une activité qui n'est pas figée, c'est-à-dire qu'elles peuvent être toujours un peu modifiées en fonction des espaces et des mécanismes. Ça, c'était quand je travaillais avec le CERN, j'ai travaillé d'autant plus avec Anish Kapoor et Viken, on a été recrutés par le London Institute il y a quelques années, et pour travailler avec des scientifiques, dont Stanley Brown qui a eu le prix Nobel pour le Big Bang solide. Donc on a travaillé pour formuler des notions longtemps. Et en même temps, je disais que j'avais l'impression qu'il y avait des distorsions de l'espace que nous avions aussi sur Terre. Et la question avait été déjà posée à plusieurs reprises. Effectivement, il y a des inflexions. Et donc, je me suis demandé si on pouvait faire un programme de façon de capture, je peux dire, dans les paysages, de ces inflexions. Donc, on a monté pendant 3 ans, ils ont monté pour moi des filtres très particuliers, et ce qui m'a permis, ils m'ont permis de l'installer sur Photoshop. Donc, c'est accélérer ces inflexions. C'est comme une espèce de collage de l'espace. Alors, il y a certaines qui sont en forme de spirale, qui sont complètement décalées, et c'est d'accélérer. Donc ce sont des photos qui peuvent avoir 2-3 ans de construction. Et j'ai donc, j'espère que je ne fais pas d'erreur en faisant ça, non. Et
c'est un programme qui, avec des filtres, qui montait tout un processus très très long qui est stable chez nous, mais qui est stable sur la Terre, mais qui n'est pas stable du tout dans l'espace. C'est-à-dire que nous parlons d'affinement de concept et tout, mais l'espace, c'est quand même un noyau extraordinaire, c'est lithique. Des gaz, des molécules, il y a de l'oxygène, l'hydrogène, mais il y a aussi il y a une matérialité géologique qui est très très forte, donc lithique, qui se balade autour de nous, et c'était très, très, très étonnant. C'est pour ça que je ferai une petite introduction que je fais juste en amont pour vous présenter après toute une série de pièces là-dessus. Donc ça, ce sont des mécanismes, et c'est des photos qui vont... Certaines ont été très rapides, on fait 3 jours, 4 jours, et d'autres continuent à cavaler, si je puis dire, et à se former. Donc il y a une série d'une vingtaine de photos qui représentent 8 ans de travail. Alors ces formes que vous voyez sont un abécédaire de 10 pièces que j'ai déclinées en moyen et en petit, qui sont une étude que j'ai faite sur les effondrements de constellations qui, dans l'espace, ont une espèce de répétition formelle dans ces effondrements. Donc j'en ai fait un abécédaire. Et c'est une pièce qui fait de 35 cm à 350 mètres, qui se dégage au fur et à mesure avec différentes époques, la notion du temps et la non-gestion de celui-ci, puisque le temps, c'est nous qui l'avons mis. Voilà, ça c'est une des parties de cette pièce qui, au fur et à mesure du temps, s'agrandit. Et avec des toupies que j'avais fait au CERN, qui étaient des notions de temps, mathématiques et de formules. Voilà, ça c'est au Observatoire de Toulouse. Donc ça, elle se ragrandit, elle se rétrécit au fur et à mesure. Et c'était les brouillons d'espace, c'est des brouillons parce qu'il y a des principes aléatoires. Et le principe aléatoire m'intéresse beaucoup. C'est ce qui donne cette liberté de pouvoir percevoir des choses qui sont peut-être antérieures à notre propre culture et aussi préfigurées, sans avoir une volonté de mettre les choses en place, mais c'est simplement de provoquer un travail avec autrui ou d'autres personnes qui peuvent être collectivement ou individuellement. La chose ne se formule pas plus même, je dirais, de cette façon, c'est une chose qui devient naturelle. Donc c'est une pièce qui est active, ce sont des pièces que j'active tout le temps avec le temps. Donc là, ce sont des toupies là, que j'ai fait une série de toupies qui ont été faites par le CERN, qui sont en aluminium et en éléphant de titane, qui ont tourné, et là on voit présent, sur la toupie, la grande toupie, normalement passé et futur, et c'est des notions de temps, et ces notions de temps qui occupent, et de longtemps, qui occupent beaucoup les scientifiques. Donc, on peut inscrire une réalité par rapport à l'espace, dans notre propre temps, une ligne de vie, et par rapport à la Terre, son propre aussi temps. Donc c'est assez, ça commence à devenir une bonne partition, et ça devient intéressant. Ces toupies ont tourné, donc il n'y a plus présent, passé, futur. Et elles tournent, elles sont tournées sur un tapis spécial, et elles ont commencé à tourner, et là, il y avait une autre fonction. Donc, c'est pas une représentation nominative du verbe, elle était active. Donc, elle partait avec son inhérence jusqu'au moment où elle tombait. Donc, il y a plusieurs il y avait une formule mathématique aussi que j'avais mis en place, une autre formule de petite toupie qui correspondait à un système qui permettait d'additionner les contretemps. Nous parlons d'écologie tout à l'heure. Je me suis posé la question que, j'ai à un moment dans la vie dit quelle est la différence entre la préhistoire qu'on nous délivre et celle que nous vivons actuellement, quelle est la sonorité, et en dehors de la force musculaire, de traction que nous avions et des bruits de choc qui étaient intercesseurs. Donc c'était entre le feu et le gel pour casser les pierres, et j'ai organisé une pièce de silex qui explose. Attendez, je me suis trompé un tout petit peu, qui explose avec du feu. Donc il y a plusieurs choses qui vont être dites. Voilà, ce sont 5 volumes avec du silex.
silex posé avec des brûleurs. Donc, le silex explose. Donc, c'est le premier proto-son, je dirais, qui n'est plus lié avec des intercesseurs, mais qui est lié avec des intercesseurs depuis avec le principe du muscle. Donc, c'est les premiers proto-sons industriels, entre parenthèses, bien entendu, c'est une spéculation, mais qui fait que nous avons les premiers déchets. Nous avons donc une forme de pollution naturelle qui sont les pierres. Nous avons des prélames, qui est déjà une pré-industrie pour retailler, qui est une facilité. Nous avons une forme de son, qui est exactement le son de l'espace. C'est comme une cosmologie, c'est qu'on rajoute des pierres, eh bien, l'espace s'agrandit, c'est comme une explosion, une espèce de petit Big Bang. Et j'ai fait toute une série comme ça de pièces, et cette pièce va devenir beaucoup plus grande. Ce sera vraiment un chaudron, pardon, ça c'est autre chose. C'est l'explosion, ça c'est l'explosion d'une des pièces qu'on a pu prendre avec une caméra spéciale qu'on a pu reconstituer dans des silex que je voulais prendre absolument. Et ça a été fait il y a quelques années. Et voilà, alors ça j'y arriverai décidément pas aujourd'hui. C'est la bataille de défense. Voilà, ça c'est du. D'accord, on a compris. Et là, voilà, on a un feu qui chauffe le silex. Là, le silex est tombé, il peut imploser ou exploser, il peut avoir une portée de 3 ou 4 mètres. Donc il y a déjà une forme de propulsion naturelle, donc il y a beaucoup de choses qui sont posées comme question. Et ça s'augmente de volume au fur et à mesure de la progression. Là, on voit déjà des rejetons et des morceaux qu'on peut réutiliser. Et donc, ces pièces avaient pour moi une chose très intéressante, parce qu'il y avait une recharge, donc il y avait déjà un début de choses utilitaires. Voilà, et vous avez ce genre de pièces qui se chauffent et qui explosent avec le temps. Donc les choses augmentent, s'éclatent, et on a une forme de constellation. En fait, ce que vous voyez, c'est toujours une baleine. Le socle est une plaque plexi, effectivement, dont les trous correspondent à la Voie lactée et à l'organisation de celle-ci. Et c'est ces trous-là qui m'ont permis de construire cette baleine. Et cette baleine, à un moment, baignée de vapeur comme c'était dans la Voie lactée. Et en même temps, dans chaque trou, il y a une forme de son qui permet d'entendre cette espèce de diffusion, cette espèce de son. Et c'est une pièce où j'ai mis, disons, plusieurs années à la faire, parce que comme j'ai décidé de travailler un peu autrement, et cette consommation, transfert de pièces, d'économie ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai préféré jouer les choses un peu différemment, pour garder au moins un minimum de sens. Et donc cette pièce peut disparaître complètement et correspond à une notion, je dirais, gazeuse, de choses que l'on peut percevoir. Voilà. Hop. Donc je revois la même pièce, désolé. Et ça, c'est une des dernières pièces que j'ai effectuées. Il s'appelle en fait Voie lactée. Et j'ai l'intention de la réviser environ entre 25 et 30 mètres. Une proposition en ce moment où les gens pourront aller à l'intérieur et se promener un peu dans l'espace et dans une façon ou autre, avec un minimum de rêve dans une société où on fait quand même par correspondance maintenant, si je puis dire. Et un peu de poésie. Et voilà, le 13e, 14 stations. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Chargement en cours, seconde. Voilà, alors ça, c'est. J'ai mis ça, c'est à l'inventaire, l'abécédaire de toutes les pièces que j'ai, plein de flèches, que j'ai trouvées dans mes parcours depuis l'âge de 9 ans. Je suis un passionné de préhistoire, j'ai pratiquement 10 000 pièces maintenant que j'ai trouvées, tant aux États-Unis qu'en Afrique ou en Europe. Et j'ai étudié un peu le principe du empennage. J'ai voulu faire cet abécédaire. En même temps géographique, qui est un peu mélangé. Il y a
des pièces qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, et on s'aperçoit que la géographie, l'empennage de l'époque, il y avait déjà des concepts. Donc, de pouvoir s'inscrire déjà dans ce qu'on appellera le futur conquérant de l'espace. Et c'est très très marrant parce que beaucoup d'avions, de construction d'avions, certains ont sans doute dû à la géographie, c'est une question que j'ai posée à des scientifiques, ont créé des empennages qui étaient, comme des aéros furtifs, on reconnaît un tout petit peu. Je vais vous montrer certains. Celle-ci, je ne sais pas si on voit la flèche sous l'écran, oui. Celle-ci est américaine, et par rapport à celle-ci et celle-ci qui sont africaines, ce qui est assez étonnant. Et donc, que je vais vous montrer, la géographie a influencé un tout petit peu le mode d'empennage. Et on retrouve, quand on regarde un tout petit peu, j'ai fait une espèce d'analogie comme ça, on retrouve à voter. C'est un peu le coup près. C'est assez républicain. Bon, je ne suis pas le seul. Alors là, je ne sais plus. Voilà. C'est assez. Voilà, ça, c'est des pièces qui sont typiquement d'Amérique du Nord, qui viennent du Kentucky. Donc, il y a des avions qui ont été construits un peu sous cette format, ce que les Européens n'ont pas fait. On fait deux types de flèches. Vous voyez, ça vient d'Afrique, c'est ce qu'on appelle des flèches crantées. Et j'ai fait comme ça un abécédaire de 200 petites pointes de flèches, une espèce de vision, je dirais, du vol, ou d'atteindre toujours la cible, cette impossibilité, toujours par un intercesseur, ce qui m'intéressait dans ce sens-là. Je vous ai évité toutes les flèches, les pointes de flèches, mais bon, voilà, en gros. Et là, cette étude m'a intéressé, et c'est une chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Je fais des grands projets, il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Mais je préfère vous annoncer directement que ce projet est protégé, parce que je me suis fait avoir une fois. Il y a une grosse bagarre. Et j'y suis allé jusqu'au bout, parce que je ne vois pas pourquoi je ne me défendrai pas, mais ce que j'ai à défendre, et pourquoi on devrait avoir peur de certains comportements institutionnels ou d'attitudes que je trouve déplorables. Donc, ce bateau éclaté, il y a des années, ça m'a coûté cher, mais je n'ai pas demandé d'être aimé non plus, et personne n'a décidé que je serais artiste à la place, donc j'ai décidé tout seul. Ce projet, je l'annonce, que je vais vous montrer, est un projet qui est lié au Grand Palais, qui doit être fait, il y a des petits problèmes. Il est protégé par M. Jakubowicz, donc je l'ai blindé, donc je peux me permettre de le présenter. Normalement, je vais le présenter en 2011, il y a des petits problèmes, ça se refera, et en fait, c'est le Grand Palais sous une autre forme. C'est un projet que je mets depuis environ une dizaine d'années, que je garde secret. On a fait une simulation. Et ce Grand Palais, en fait, ça va être une espèce de géote et de voyage. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la cité, plus, je dirais, dans la nature, dans l'espace, et toute la structure. Je capte les sons avec toute une équipe de grands spécialistes australiens du son, avec des capteurs pour la structure. Vous allez comprendre d'autant mieux que je vais montrer la pièce. C'est-à-dire que les gens vont se promener jour et nuit. Alors ça, bon, voilà, c'est une pièce qui est, je vais la faire on va commencer comme ça, c'est une simulation, c'est-à-dire qu'il y a tout un plancher en verre où les gens vont acheter des chaussons, c'est une vitrine comme ça, et c'est une façon de nettoyer aussi l'espace, si je puis dire, et en fait, vous allez voir sur d'autres photos qui sont simulées, c'est-à-dire qu'il y a une forme, une géode, et les gens pourront se promener et voir la notion de temps et de vide se déplacer sous leurs pieds. Et en même temps, d'être décalé dans un autre espace, donc c'est un principe de perception effectivement, mais avec les craquements de la structure qui vont être amplifiés avec la dilatation du temps, à savoir les problèmes climatiques. Donc c'est tout un ensemble, je dirais, pratiquement organique, comme des géodes qui sont des pierres, on peut casser à l'intérieur, on peut trouver des cristaux, pas des cristaux, et il y a une notion de temps, et ce projet va sans doute aboutir d'ici quelques temps, je ne les espère pas, j'en ai quelques-uns en réserve comme ça, parce que c'est pour ça que je travaille d'une autre façon, et
ça montre un travail conséquent. Voilà. Donc on est déjà dans un autre type d'espace, alors, et d'appréhension, et ça m'intéressait beaucoup mieux que d'envahir l'espace. Ça veut dire que chaque individu a un point unique, il peut se promener jour et nuit et regarder le ciel, l'évolution et ses déplacements avec la lumière, et en même temps ces structures que vous voyez qui marchent et qui ont des craquements, et donc j'enregistre pour recomposer toute une, je dirais comme une membrane, toute une chose sonore. Voilà. C'est la dernière pièce c'est une des dernières pièces que je suis en train de mettre en place, et j'en ai bien d'autres. Alors, je voulais vous montrer un tout petit peu un panel d'évolution de mon travail, et de dire que pour moi l'écologie est une chose qui n'est pas uniquement de la nature, le contact de la nature, puisque je vis dedans. Donc maintenant, c'est essayer de trouver d'autres filtres, d'autres moyens, par des gens dont j'ai travaillé avec des forgerons. J'ai été initié chez les forgerons parce que je suis petit-fils en même temps fondeur. Donc j'ai été au Poro, j'ai été initié à ce type de matériaux, mais je n'aimais pas en faire un tas en disant voilà, ça craque, j'ai touché ça, j'ai posé ça. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est la façon de vivre et avoir le rapport à la nature, et comment moi, avec une culture occidentale, parce que je suis quand même occidental, une culture judéo-chrétienne, même laïque, comment on peut percevoir les choses un peu différemment. Voilà, et pour certains, j'aurais conseillé même, une petite boutade, de relire Victor Ségalène, parce que ça a été écrit il y a assez longtemps, et déjà il y a de chroniques de voyage entre le touriste et la personne qui vivait sur le lieu et comprenait les populations. Voilà. Merci. Bonsoir. Merci. Je ne vais pas le laisser totalement sans mots la présentation que vient de faire Jérôme, mais ça poserait beaucoup trop de questions pour qu'on les aborde toutes maintenant. Ce qui me frappe, et ce n'est pas véritablement une question, et je ne le découvre pas aujourd'hui, c'est je ne sais même pas vraiment comment l'exprimer, cette espèce de tension paradoxale que je sens, on ne commence pas à froncer les sourcils, extrêmement forte entre, d'une part, la complexité des données, des notions qui sont en jeu, le temps, la matière, le Big Bang, etc. Donc des notions dont on peut penser qu'à bien des égards, elles ne sont pas, elles sont au-delà de l'espace visualisable, accessible à l'homme, voire même quelquefois extérieur à ce qu'il peut parvenir à penser. Je dirais comment penser l'infini? C'est quoi une pensée de l'infini? C'est un exemple très trivial. Donc d'une part, entre cette extrême difficulté d'une part et la nécessité que tu ressens et que tu réalises, néanmoins, d'inscrire tout cela dans des formes visuelles, sculpturales, spatiales. Voilà. Effectivement, c'est une très bonne question. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas vraiment une question, parce que je pense qu'on va pas épiloguer là-dessus, mais ça me semble frappant. Tu vois. Alors, il y a une masse de données si considérable et constamment réactualisée, et puis d'autre part, la volonté, le désir, la nécessité de les inscrire dans une forme qui, elle, est mesurable, circonscrite, etc. Oui, effectivement, si on parle de domaine, moi je n'ai pas tout montré, mais loin de là. J'ai ralenti effectivement ma production pour des raisons qui sont de nature de l'époque, qui m'intéresse beaucoup moins, enfin qui m'intéresse sur plein de sujets, c'est pas ça, mais ce qu'on peut faire dans le domaine artistique. Pour ma part, c'est que j'ai dit que je ne voulais pas gérer, pour une question d'économie, une forme. Et que je n'étais pas, c'était pas du tout ma nature, mon caractère, à répéter les objets avec une forme de progression que je peux comprendre, parce que j'ai beaucoup d'artistes.
Ça ne m'a jamais, fondamentalement, personnellement, ça m'intéresse de voir les autres, faire ça, parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Et pour moi, ça, je ne peux pas le vivre comme ça. Maintenant, essayer de former des choses, on va toujours essayer de comprendre l'incompréhensible, essayer de faire percevoir à autrui les choses, mais je ne veux pas dire que je passe un message ou quoi que ce soit, je n'aurai pas la prétention. Simplement, c'est essayer, pas de modéliser, mais d'essayer de mettre un peu des coups, je dirais, des coups de biche un peu à droite, à gauche, pour synthétiser, pour essayer de comprendre, d'ouvrir, d'accompagner les gens, peut-être, montrer autre chose, les choses que l'on voit régulièrement, qui sont récurrentes et lassantes dans la société. Ça demande, pour ma part, ça demande un énorme travail, et un travail, je dirais, pratiquement, même si je vois beaucoup de gens dans différents domaines, j'ai beaucoup d'amitié, je suis en fait très solitaire dans ce mécanisme. Quand je me suis remis à la campagne, au début, je venais de la campagne, je suis bien. J'ai fabriqué mon atelier à la ville. Ça y est, là, je vis à la ville, j'ai fabriqué mon atelier à la campagne. Enfin voilà. Donc, non, c'est une façon de percevoir les choses, une notion de temps qui est différente. Et effectivement, il y a un moment, je suis toujours en état de marche et je sors des projets que je garde en réserve, qui me laissent une notion de respiration que je peux activer, que je n'ai jamais montré jusqu'à maintenant, et qui me laisse cette distance pour continuer à travailler tranquillement et sereinement. Et en même temps, j'ai fait des pièces que j'ai plantées dans la nature, qui sont peut-être pas fatalement liées à la nature, que je n'ai jamais pris. Si j'ai pris en photo, je les garde comme documents, ils ne sont jamais dans ton cœur, et qui sont là à l'état, je dirais, à l'état naturel. Et soit les gens les découvrent ou ne les découvrent pas, ça n'a aucune importance pour moi. C'est assez étonnant, même quand je les ai mis dans certains endroits, et ce sont des choses qui... j'ai mis du temps, pardonnez-moi, j'ai mis du temps, et il y a des moments où il y en a certaines que je n'arrive plus à localiser. Je tourne pendant un certain temps pour les retrouver. Ça, c'est le côté redécouvrir ce que j'ai perdu. Mais c'est un jeu. Il y a cette notion de temps qui, le vieillissement de l'être, de vouloir regarder, d'être gardien de quelque chose, non, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction avec Einstein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a jamais possédées. On a beaucoup tourné autour, il y en a bien d'autres qui l'ont dit, on essaie de modéliser, et nous échappons toujours. Et ça, je trouve que c'est très rassurant, les choses ne sont jamais réglées. Je dirais que l'histoire concerne le même plat, mais pas la même magnitude. Voilà. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les affirmations et je dirais sur les combats. Et puis, il y a cette notion aussi, un peu avoir de l'humour et de rire à ses propres dépens. Et je ris moi-même souvent en riant des autres, bien entendu. Et ça, c'est un bel moteur. Voilà. J'ai une question, moi. Oui, monsieur. La pièce des ampoules peinte en noir. C'est une matière, c'est une matière, c'est une pâte. Oui, mais la pièce, c'est une installation. C'est une installation. C'est ça, c'est pas une photo. Non, c'est une installation, ça c'est un document. C'est un document. Si j'étais dans une galerie, il dirait c'est une photo. Je blague. C'est une question économique, là, je pose là. C'est une question. Non, il faut savoir. Donc on voit que ce sont des ampoules. Ce sont des ampoules. Il y en a environ 1000 qui sont accrochées. Oui, ça peut être 30 ou 1000, j'en ai fait 1000. Et ce sont des lampes à filaments, comme quoi le temps passe. Maintenant, les trucs écologiques nous posent problème. Donc voilà un problème. Un artiste qui travaille sur une forme d'écologie, soit dit entre parenthèses, et qui se heurte à des ampoules écologiques qui ne sont plus en rapport avec son travail. Donc il y a quand même que fait le ministère. Non, ce sont des ampoules, c'est comme percevoir, c'est une notion de temps, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un ensemble d'ampoules à différentes hauteurs, qui peut être au ras du sol et grande hauteur, et subitement, on voit les choses se réaliser, plus ou moins, il y a des ratages, il y a des ampoules qui s'enfoncent, qui s'effondrent, qui s'arrêtent, qui s'ouvrent.
Et c'est un peu une forme de honnêteté, ce que j'appelle les lignes noires, c'est des choses qui sont ici. J'entends bien. Voilà. Ouais. C'est, J'avais l'impression que c'était une pièce centrale dans ton travail. Enfin... Non, du tout, pour le galeriste, oui, mais pas pour moi, je me rappelle. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste un petit moment.